ouvrir cet atelier. Comme Jean-Claude Degand l'a dit tout à l'heure, finalement la desserte des zones d'emploi, c'est un trou dans la raquette, d'une façon très générale, et c'était aussi un trou dans la raquette dans l'organisation des journées de mobilité du quotidien, qu'on a essayé de boucher un peu en catastrophe, avec un certain nombre de loupés. Donc le fait que l'atelier n'ait pas été mis sur le premier programme n'ait pas été mis sur le fichier d'inscription un peu tardivement, qu'on a une salle où l'équipement a été un peu improvisé. Voilà, mais l'expérience prouve que dans ces cas-là, ceux qui se réunissent dans la salle sont particulièrement motivés. On espère que vous l'êtes, et on va essayer de faire pour le mieux dans le contexte que je viens de vous dire. On va commencer par un petit tour. Donc, ça, vous pouvez voir l'écran. Nous, on va se tordre un peu le cou, mais on va y arriver. Donc, je vais commencer par très rapide tour de présentation pour que chacun sache qui est qui. Vous allez m'excuser, mais je vais commencer par moi-même parce que j'ai la parole. Donc moi, je suis annoncé comme expert indépendant, conseiller scientifique de la SGP, Société des grands projets. Les deux termes sont exacts. En fait, je suis retraité actif, et disons que mes 30 ans d'expérience dans le monde de la mobilité, c'est 10 ans à la RATP comme directeur de la recherche et de la stratégie, 10 ans comme directeur général de l'INRES, et 10 ans comme consultant indépendant, ayant fait un certain nombre de travaux qui m'ont notamment valu d'être appelé à siéger au conseil scientifique de la SGP, Société des grands projets. Voilà, je vais demander aux différents intervenants de se présenter, en quelques mots qui vous êtes, puis tout à l'heure vous donnerez la parole de façon un petit peu plus détaillée. Très bien, donc, Valérie Cervantes, donc moi je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé 17 ans dans la fabrication et la conception d'autocars autobus. Donc j'avais pris en charge le poste de l'innovation, et ensuite j'ai, par l'intermédiaire du CEA Grenoble, lancé une solution innovante que je vais vous présenter, de solution dernier kilomètre. Voilà. Michel Cagnot, donc je suis un retraité SNCF, j'ai été dans le commercial SNCF à Paris, à Amiens, à Rome, à La Rochelle, voilà, à Bordeaux. Et je suis aussi le créateur d'une association qui s'appelle Altro, Association Logistique Transport Ouest, qui a deux projets. Le projet Via Atlantica pour relier la façade atlantique à Lyon sans passer par Paris, pour faire enfin un transversal. Et un projet plus local depuis l'apparition des Serbes, qui est le RER La Rochelle-Aunis, dont on parlera. Merci. Monsieur Holguin. Bonsoir à tous. Donc, je suis Carlos Holguin, je suis fondateur d'une start-up qui s'appelle Suburban et qui est un peu le résultat d'une double expertise en transport et en transport et véhicules autonomes appliqués au transport. Donc voilà, je vais tout à l'heure. Monsieur Lejeune. Christophe Lejeune, je suis directeur du développement d'ECOV, les lignes de covoiturage. On va en parler tout à l'heure. Et si M. Perronnet veut bien se présenter, en espérant qu'on l'entende. Je résume pour ceux qui n'ont pas entendu. Il travaille dans le milieu portuaire depuis très longtemps et il s'intéresse notamment à la zone de Fos-sur-Mer qui est plus éloignée des transports. J'essaierai de l'appeler avec le téléphone. Le micro devrait être plus fort que ça. Voilà. Et Michel, quand je vous appellerai, on se mettra tous les deux sur mute pour pas qu'il y ait un écho. D'accord. Ok. Bon, je vais commencer par quelques mots d'introduction pour camper le paysage. Et puis après, on enchaînera les différents exposés. Je vais demander à chacun, et je vais essayer de me l'imposer, d'être assez bref pour qu'on puisse avoir des petits temps d'échange. Comme on n'est pas très nombreux, au moins je peux essayer un peu de convivialité et d'échange. Donc, c'est souvent les zones d'emploi excentrées
c'est souvent effectivement l'angle mort des politiques de mobilité. Je vais vous montrer quelques exemples qui montrent que ces zones d'emploi excentrées, c'est la dépendance à la voiture particulière est excessivement élevée. Et depuis disons une trentaine d'années, il y a un processus de métropolisation qui est en cours en France, qui a comme conséquence de concentrer les populations et les emplois les plus élevés dans le cœur des métropoles et de rejeter vers les périphéries les emplois et les populations de qualification plus modestes. Et ceci a comme conséquence que effectivement, des zones d'emploi excentrées concentrent et rassemblent souvent des emplois de qualification relativement modestes, et vous allez en avoir quelques exemples. Ces zones d'activité excentrées sont très généralement dans le ressort territorial d'une AOM, donc elles sont assujetties au versement transport, dont on a parlé tout à l'heure, versement mobilité, et comme vous allez voir, finalement, dans ces zones-là, on paye le versement mobilité, mais on n'a pas de retour, parce que pratiquement la desserte de ces zones par les transports communs ou par les solutions de mobilité est souvent assez proche de zéro. Donc il y a une situation de malaise et de contestation dans ces territoires. Et donc si les Serbes ne s'attaquent pas à ce projet, ils passent à côté d'un sujet majeur, et je suis très heureux que l'association ait décidé de s'emparer du projet, et j'espère que l'année prochaine, ça ne sera pas un trou dans la raquette qu'on aura essayé de boucher rapidement, mais que ce sera un des thèmes importants du prochain congrès. Alors, je vais vous montrer dans la planche suivante, je vais vous montrer deux planches qui illustrent effectivement la problématique des zones d'emploi. Ici, j'ai recensé, donc tout ça c'est fait à partir du recensement de l'INSEE, des fichiers MobPro qui fournissent des quantités d'informations extrêmement précieuses. Donc je vous ai sorti les 18 plus grandes zones d'emploi qui sont situées en périphérie des grandes métropoles de province. J'ai exclu la région parisienne, Croatie, Massy, etc. Voilà, donc vous avez effectivement ces zones d'emploi. Vous avez des noms que vous connaissez, Hérouville, Blagnac, Colomiers, Mérignac, Cesson-Sévigné, c'est des noms que l'on a entendu parler, Saint-Priest, etc. Vous voyez que la croissance de ces zones d'emploi entre 2006 et 2021 est de 27%. En France, c'est autour de 5%. Donc, vous voyez la concentration des emplois dans ces zones. Et vous avez le partage modal, donc en synthèse en haut. Donc voiture particulière, on est passé en 15 ans de 85% à 82%, donc il y a 3 points de gain de transport, de baisse de la voiture particulière pour desservir ces zones. Les TC, c'est passé de 7 à 9. Le vélo fait une toute petite percée à 3%. Voilà, et ça, ce sont des chiffres qui sont relatifs aux communes, donc il peut y avoir un mélange des zones d'emploi et puis d'autres emplois dans les communes. Et sur chacune des villes, vous avez effectivement la progression entre le chiffre 2006 et le chiffre 2021, et vous voyez l'évolution du partage modal. Donc la domination par la voiture particulière est totale, ces zones s'accroissent, continuent à croître, et sont très très mal desservies par les systèmes collectifs. Je vous montre une deuxième planche qui sont les 19 zones d'emploi en France que j'ai pu recenser. Celles-là, elles ne sont pas collées aux métropoles, elles sont complètement dans la nature. Si vous voulez, c'est des zones d'emploi qui sont vraiment très excentrées. Alors vous connaissez des noms, parce qu'il y a les Cléon et Sandouville pour l'industrie automobile, qui sont dans mon échantillon les deux seuls qui baissent en emploi. Et vous en avez d'autres qui continuent à monter. Vous avez en particulier Valbonne, près de Nice. Vous avez Fos-sur-Mer, dont on parlera tout à l'heure. Vous avez Saint-Quentin-Falavier, qui est une des plus importantes zones sur la 3. Vous voyez que la progression, tout à l'heure on était à 27%, là on n'est que à 19%. Et vous voyez que le partage modal en VP, on est à 86-87%, donc on a augmenté la dépendance à la voiture particulière dans ces territoires, et les TC montent laborieusement à 7%. Alors, vous avez le panorama. Je vais vous prendre un cas d'école qui est Saint-Quentin-Falavier. Saint-Quentin-Falavier, que vous situez pour Lyon et pour Coin-Jallieu, c'est caractéristique des problématiques de ces zones d'emploi. Voilà une zone d'emploi qui est traversée par une autoroute, avec le grand péage de Saint-Quentin-Falavier que certains d'entre vous connaissez bien.
Vous avez 10 000 emplois, vous les voyez répartis sur le territoire. Et vous avez une ligne TER avec une gare SNCF qui dessert cette zone. Sauf que la gare, elle est ici, et que pour aller de la gare à la zone d'emploi, il faut traverser les voies ferrées. Traverser les voies ferrées, c'est soit passer sur le pont routier qui est à 500 mètres à gauche, soit sur le pont routier qui est à 1,5 km à droite. Donc ça veut dire qu'on est typiquement dans la situation où il y a une ligne de chemin de fer qui dessert théoriquement, mais cette ligne ne peut pas être utilisée parce que le problème du dernier kilomètre n'est pas résolu. Il y a des autoroutes express, des bus express, des liaisons express Bourgoin, Lyon qui marquent des arrêts dans ce paysage. Dans ce contexte-là, malgré tous les efforts qui ont été faits, la part modale des transports publics est passée de 5,81 à 6,88% dans l'espace de 15 ans. Voilà. Donc vous avez ici le paysage tel qu'il est, il est dessiné. Alors avant de passer la parole à l'intervenant, je me perçois que j'ai oublié tout à l'heure d'excuser 2 absents. La première, c'est Claire-Marine Javary qui aurait dû intervenir sur la problématique de la desserte des zones d'emploi par le vélo, qui malheureusement a été empêchée, et un représentant du port de l'agence d'urbanisme de Dunkerque qui aurait dû nous présenter les projets de déploiement de nouvelles gigafactories sans stationnement, ce qui interroge un certain nombre de gens. Alors, on aura l'exemple de Fos tout à l'heure, j'espère qu'on pourra bien échanger. J'ai simplement sur le vélo, je vous ai fait une petite planche que vous avez ici sous les yeux, pour que le problème ait quand même été traité en quelques mots. Donc je vous renvoie à un article dont je suis l'auteur, qui a été publié dans le dernier numéro de la revue TIM, Transport, Infrastructure et Management. Si certains d'entre vous ne connaissent pas cette revue, je vous invite vraiment à vous y intéresser et à vous la lire. Je fais de la publicité, mais c'est une revue de très bon niveau qui permet vraiment de pousser la réflexion sur les systèmes de transport. Et j'y ai écrit une étude très détaillée sur la problématique des déplacements domicile-travail en vélo. Alors je vous ai sorti simplement quelques éléments. Aujourd'hui, le vélo, c'est dans les grandes villes. C'est pas dans les campagnes, c'est dans les grandes villes. Et c'est dans les grandes villes de façon très inégale, avec 2 villes championnes qui s'appellent Grenoble et Strasbourg, dans lesquelles on a presque 20% des gens qui vont travailler en vélo, 20%, c'est considérable. Mais en queue de peloton, on a Nice et Marseille qui sont à 3%. Et entre les deux, vous avez un certain nombre de villes, donc vous avez Lyon qui est presque à 12%, et Paris qui est à 8%. Voilà à peu près l'état des lieux. Et si vous regardez la progression entre 2017 et 2021, pourquoi 2017? Parce que c'est à partir de 2017 qu'on a le recensement de l'INSEE avec l'introduction du vélo. On voit que la croissance du vélo s'est faite là où il était déjà à un niveau élevé. C'est-à-dire qu'à Marseille et à Nice, ça n'a pas bougé, mais à Grenoble, à Strasbourg, etc., ça a augmenté. Alors, donc on a une situation très contrastée, avec effectivement des grandes villes. Pourquoi simplement les grandes villes et pas les périphéries et pas les petites villes? Alors les conclusions de l'étude, c'est l'usage du vélo, ça n'apparaît pas de façon spontanée, ça ne pousse pas tout seul. Si on veut qu'il y ait des vélos, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des pistes cyclables, il faut qu'il y ait des possibilités de stationnement, il faut, ça a été dit tout à l'heure, qu'on puisse effectivement avoir un casier dans lequel on peut se changer quand on a été trempé, etc. Donc il y a des conditions à réaliser, et ces conditions à réaliser passent notamment par des investissements sur les routes. Les investissements sur les routes, une grande commune riche comme Lyon, comme Strasbourg, comme Grenoble peut le faire, mais est-ce qu'on va demander à la commune de Saint-Quentin-Fallavier de financer des pistes cyclables pour desservir la zone d'emploi? À l'évidence, le maire de Saint-Quentin-Fallavier n'en a pas les ressources, et s'il l'avait, électoralement, c'est pas très payant pour lui de dépenser l'argent de la commune pour desservir des gens qui seront certainement jamais ses électeurs. Un autre point qui est extrêmement frappant, c'est que ce sont les cadres supérieurs qui utilisent le vélo. À Strasbourg et à Grenoble, c'est 40% des cadres supérieurs qui vont travailler en vélo. Et troisième leçon qui est importante, c'est que la pratique du vélo ne baisse pas avec l'âge. Quand on a pris l'habitude, on conserve cette habitude. Et on la conserve d'autant mieux que le vélo assistance électrique est en train petit à petit de s'installer. Et puis, dernier élément important, il n'y a pas de concurrence vraiment entre vélo et marche à pied, parce qu'en fait, quand on fait des aménagements pistes cyclables, on fait en même temps les trottoirs, donc on améliore les deux à la fois. Et le seul vrai concurrent, c'est le bus.
On ne concurrence pas les transports rapides, le métro, le tramway, etc., mais il y a une concurrence en bus qui est intérieure. Voilà, donc la conclusion, c'est que c'est difficile culturellement d'installer une politique de vélo. Il faut effectivement une volonté politique forte. Pourtant, c'est des politiques qui sont redoutablement efficaces en termes de réduction de la place de la voiture en ville, diminution sur le réseau TC. En même temps, ça favorise la santé. Et ça est très intéressant pour le pouvoir d'achat des utilisateurs. C'est le rapport coût-efficacité. Voilà, et comment est-ce qu'on peut faire pour développer le vélo dans les zones d'emploi excentrées? Eh bien, il faut une organisation, il faut une gouvernance, il faut des financements, etc., etc. Vous avez entendu qu'il faut tout ça pour faire des CERM. Donc, finalement, la conclusion, c'est qu'effectivement, les CERM peuvent être un outil qui peuvent effectivement contribuer à développer effectivement le vélo dans les zones périphériques. Voilà, j'ai fait cette petite parenthèse sur le vélo. Je vais maintenant passer la parole à M. Cagnot. Alors, j'ai organisé les interventions, je veux dire, un peu dans une chronologie temporelle. Donc, M. Cagnot, il va nous parler de la possibilité d'utiliser des infrastructures existantes. Après, le covoiturage, ça sera comment, effectivement, un service qui commence à démarrer de façon importante peut, effectivement, être aussi mobilisé pour les zones d'emploi. Et puis les deux derniers intervenants sont dans des perspectives un peu plus prospectives. Une prospective à très court terme, parce que la solution Kiwi qui sera présentée, elle est disponible, elle n'attend qu'à être déployée. Et puis un peu plus tard, on aura les véhicules autonomes. Et puis on demandera après à M. Perronnet de nous faire ayant entendu tout ça, comment il réalise par rapport à la desserte de Fos-sur-Mer. Donc M. Cagnot, vous avez la parole. Bon, voilà, donc on passe à la... Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la situation, c'est on a un CERM à La Rochelle qui a été défini par la région, qui est en attente de labellisation. Et en fait, c'est un CERM qui part de 23 km au nord de La Rochelle jusqu'à 5 et à 75 km et qui va jusqu'à Niort. Mais il y a une grosse différence, c'est que dans cette partie-là, qui peut être assimilée à l'ONIS, c'était la plus petite province de France, hein, donc l'ONIS, là, on a 58% de la population sur 37% du territoire de ce CERM. Et là, quand on tombe ici, on a 20% de la population sur 45% du territoire. Donc on voit que ce n'est pas la même configuration de produits qu'il faudra déployer. Donc là, effectivement, ce qui appartient entre Maran et Tonnelle, il y a 58 km, c'est la ligne 1. Et Port-Atlantique sur Gers, ça fait 40 km. Donc c'est ce qu'on appelle le RER de La Rochelle au Nice. Voilà. Donc c'est défendu par une association pour l'instant. On essaye, nos élus se sont un peu réveillés, un peu en retard, puisqu'ils se sont... C'est après que Jean-Claude et moi les ayons rencontrés au mois d'octobre, qui se sont dit qu'ils ne savaient pas comment faire un dossier minute. Personne ne leur avait dit tout ça. Donc là, ça y est, ils ont écrit, ils ont fait une demande de labellisation à Durovray. Bon, suivant, après à Tabarot, on attend la réponse. Donc voilà. Alors ça, c'est... Donc nous, on est dans une logique typiquement RER. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que prévoit la CDA de La Rochelle. Ils ont fait un réseau livre blanc, mais TER. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi il faut du RER, puisqu'ils disent on a le TER. Alors nous, on a trouvé un slogan, c'est-à-dire TER plus loin, plus vite, et RER plus près, plus fréquent. Bon, ça commence à rentrer dans leurs esprits. Mais voilà, simplement dans ce livre blanc, on voit que dans le casque urbain de La Rochelle, on a une halte qui est prévue à La Rochelle, à la Palisse, c'est-à-dire le port, une autre à Étré, c'est-à-dire c'est là où il y a Alstom notamment, et une autre à Périgny, il y a une zone d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que 3 haltes de prévues. Et pourquoi? Parce qu'ils sont dans une espèce de... toujours dans le TER, donc les haltes ne sont pas trop rapprochées, et surtout il faut du rabattement. Mais aller faire du rabattement en milieu urbain, c'est un peu stupide. Il vaut mieux, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'aller près des zones d'emploi. Donc on va dans et voilà, et je remercie Guy d'avoir fait cette carte là, où on voit effectivement en rose les zones d'emploi du secteur de La Rochelle. Donc on voit les 2 lignes. Voilà, ici, ça c'est celle qui vient de Maran. Donc ici, on arrive effectivement à Périgny, il y a une grande zone d'activité. Donc c'est là où la CDA a prévu une halte, enfin elle l'a prévu ici. Nous on la prévoit ici, et puis une autre ici, et une autre ici, où effectivement là, il y a toujours de l'emploi, il y a aussi un lycée professionnel qui emploie 1000 élèves, enfin qui dessert 1000 élèves. Donc ce qui veut dire que là, on est effectivement dans des haltes qui sont à 600 mètres d'intervalle. Donc ça peut paraître peu, mais néanmoins c'est là où il faut, parce que pour répartir les gens, sinon on va créer des points de congestion, et les gens ne vont pas forcément aller en arrière pour reprendre le TER, si c'est le TER avec une halte, pour revenir en avant. Après on arrive à la gare La Rochelle-Ville, donc le centre névralgique,
Et alors, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a, on rejoint la ligne de la Palisse. Alors là, c'est pareil, aujourd'hui, il y a Porte Dauphine qui existe, et c'est le terminus là. Il faut savoir que jusque dans les années 30, il y avait une ligne, enfin, la ligne qui va au port aujourd'hui, était à double voie, et était exploitée de manière urbaine. Bon, il y avait 10 allers-retours par jour, c'était pas non plus, mais enfin, bon, pour l'époque, c'était bien. Et donc, ça, c'était les anciennes haltes qu'il faudrait réhabiliter. Par exemple, ici, ça descend directement, on est près du marché de La Rochelle. Donc là, c'est moins les emplois, ils sont vraiment dans cette zone de la Palisse, du port Atlantique. Là, effectivement, c'est une zone. Et après, on a la ligne, donc cette ligne, on a la ligne donc nord-sud, là, c'est ça qui fait comme ça, voilà. Et là, très important, c'est Bongraine. Bongraine, alors là, il y a le conseil départemental, il y a les universités, et il y a un écoquartier qui prévoit 3000 habitants de plus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le croisement des deux lignes, celle qui vient de l'Est et celle qui vient du Sud. Et là, effectivement, on est à 1,6 km de la gare principale, et donc il est évident que les gens qui viennent aujourd'hui du Sud et de l'Est et qui vont dans cette zone-là, ils ne prennent pas le train, parce qu'ils ne vont pas là pour après reprendre un bus pour revenir en arrière. Donc voilà, ça c'est vraiment, s'il y avait une priorité, c'était celle-là. Et puis de l'autre côté, donc on continue sur l'Est, donc après ici on a une halte qui existe déjà à Étré-Plage, et après on va vers Rochefort. Et là, très important, il y a Alstom, donc Alstom il y a à peu près 1500 emplois. Là, il y a une zone d'activité aussi, on est sur Étré, et plus important, il y aura un nouvel hôpital qui va être construit. Alors pour l'instant, il y a des bisbis, ça sera sur Étré, mais ça ne savent pas si c'est là, si c'est là. Toujours est-il qu'un hôpital, c'est 2500 emplois, et que là aussi, il y a un potentiel important. Donc voilà un peu la configuration, on pousse, et finalement, on pense avoir ceux qui s'opposent un peu au RER ou qui ne comprennent pas grand-chose, on va les avoir par les haltes, justement. C'est en multipliant les haltes, où finalement, après, on dit, bah, quelqu'un qui vient de Poitiers, il ne va pas s'arrêter, entre guillemets, dans toute la sautière. Hein. Donc voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on petit à petit, on est en train de rassembler des arguments pour la multiplication de ces haltes. Prochaine, s'il te plaît. Voilà, là, on voit vraiment le RER au niveau global, hein, c'est-à-dire qu'après, on arrive aussi à Rochefort, où il y a aussi une zone d'emploi, et puis de l'Est sur Gers, voilà. Donc on peut... Là, encore une... Voilà. Alors là, c'est l'exemple de ce qui existe actuellement, une halte classique. Ils en ont fait 3 comme ça en 2007, quand ils ont fait le périurbain de La Rochelle. Donc c'est très simple et ça coûte pas cher, parce qu'on se sert d'un passage à niveau. Il y a un quai ici et un quai de l'autre côté. Donc pour les accès, il n'y a pas besoin de passage souterrain, de passerelle ou quoi que ce soit. Mais voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande à SNCF Réseau le prix d'une halte, 10 millions. C'est 10 millions, c'est 10 millions. Mais oui, mais si c'est comme ça, c'est moins cher, parce qu'il y a 10 millions. Donc on est un peu embêté à ce niveau-là, on est un peu coincé. Et quand on demande à Transdev, Transdev dit juste ça, allez, 500 000 ici et 500 000, allez, 1 million. Voilà. Donc on fait une autre. Donc ça, c'est un réel problème. Alors là, c'est la voie unique, puisqu'il faut savoir qu'en ce moment, à La Rochelle, pour aller de La Rochelle vers Maran et au-delà vers Nantes, c'est la ligne de Bordeaux-Nantes, il y a une voie unique. On en avait deux, on nous en a supprimé une. On a régénéré la ligne. Et alors, ce qui est amusant, c'est que personne ne s'est battu pour au moins, jusque dans le périurbain de La Rochelle, garder la seconde voie. Bon, parce que là, donc il y a une voie unique sur 102 km entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon. Et donc là, bon, bah là, ça va être simple. Dans un premier temps, même si à terme, on veut le rétablissement de la deuxième voie, bon, un quai, ça va coûter 500 000. Hein. Ça, c'est donc un autre type d'halte. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la halte. Vous voyez, non ou pas? Parce que je vous le fais écran. Là, alors là, c'est vraiment, on voit les deux lignes. La ligne qui vient de Rochefort, la ligne qui vient de Surgères. Là, c'est plus délicat. Donc, on s'appuie sur un pont. Là, c'est une voie Alstom. Et donc, c'est là où il faudra faire vraiment l'entrée de La Rochelle. Et donc, ça risque effectivement de coûter plus cher qu'1 million. Pour ça, on est d'accord. En plus, il y a un pont qui est branlant. À La Rochelle, on a en ce moment, tous nos ponts sont en train de devenir branlants. Ils sont fermés à la circulation routière. Parce que voilà. Et donc, là aussi, il y a un pont branlant. Donc, ça serait l'occasion de refaire tout ça, sachant que dans le CPER, il est prévu 20 millions pour améliorer la capacité. Donc, alors pour l'instant, ils ne sont pas dans l'idée d'une halte, mais bon, on a déjà 20 millions. Et voilà, ça c'est la halte qui desservirait les lycées. Alors aussi une autre configuration, donc là il n'y a qu'une voie, mais on est en hauteur. Donc bon, il faudra un escalier, peut-être PMR, peut-être un ascenseur. Alors il faut savoir qu'on a ouvert des nouvelles haltes, enfin un peu plus loin dans la périphérie. Il y a des ascenseurs, mais ils ne marchent jamais parce qu'ils sont loin, personne ne les entretient, donc voilà. Donc voilà, c'était pour dire qu'aujourd'hui, la politique que nous préconisons, c'est vraiment d'être au plus près des emplois,
parce qu'on sait que les gens vont pas faire, ils sont trop habitués à leur voiture, ils veulent un service de proximité, qu'en zone urbaine, il n'est pas question de faire des rabattements, puisqu'on ne va pas créer des parkings, on n'a pas la place, donc c'est vraiment avec la multiplication des haltes. Donc reste à convaincre, mais je crois qu'on y arrive petit à petit, voilà. Merci Monsieur Cagnot. On va essayer, je vais garder un petit chronomètre, mais si quelqu'un a vraiment une question, une compréhension ou une remarque à formuler, Oui, le coût global. Pardon? Le coût global. Le coût global du RER de La Rochelle-Onix, c'est de 100 à 200 millions suivant si on fait un terminus intermédiaire à Dompierre, si on en fait un autre à Aigrefeuille. Enfin, voilà, c'est 100 à 200 millions. Et sur 10 ans, parce que là, on commence en investissement. Ouais. Et donc, on sait très bien que, bon, c'est pas 100 à 200 à décaisser tout de suite, hein, que c'est bon, voilà. Mais bon, je veux dire, et juste une chose que, effectivement, on n'est pas dans... enfin, il faut arriver à pouvoir faire cette étude. Et puis alors, ce problème des haltes, il faut arriver à le régler. Il faudrait qu'il y ait plus une concurrence dans les appels d'offres. Parce qu'entre quelqu'un qui nous dit 10 millions, il faut savoir que c'est rédhibitoire, puisque au nord de La Rochelle, il y avait le Pays de Loire voulait faire des haltes supplémentaires pour le TER, et donc ils ont dit, bah non, 10 millions, on ne donne pas. Donc voilà, je crois que là aussi, il faudrait qu'on arrive à clarifier les choses et faire en sorte qu'on ne nous raconte pas des fadaises ou qu'on puisse se mettre en concurrence. Voilà. Alors, Ok, juste une question, merci, là. oui. Sur, là, c'est une ligne à une seule voie. Par contre, En haut, le nord, oui. ouais, mais sur des lignes à deux voies, derrière, il y a des problèmes de sécurité pour faire traverser les gens après derrière. Bah, ils ont réglé, puisqu'ils ont fait 3 haltes avec les passages à niveau comme ça. Non, ils ont réglé. Non, mais pour piétons. Oui, non, mais ils ont réglé. C'est les accès, on n'accède pas le passage à niveau. Il y a une barrière, il y a du grillage, et tout ça, oui. Ceci dit, il y a un message important, c'est qu'avant d'imaginer des choses un peu nouvelles, on peut commencer par regarder ce qui existe et regarder comment on peut améliorer ce qui existe. Et souvent, on s'aperçoit que mettre un parking vélo à côté d'une halte, ça peut tout simplement générer du transfert modal assez facilement, des choses comme ça. Voilà. Je vais passer la parole à Monsieur Lejeune pour nous parler du covoiturage. Alors, des lignes de covoiturage pour desservir les zones d'activité. Je commence par un petit sondage. Qui sait ce que c'est qu'une ligne de covoiturage? Wow, on a affaire à des experts. Ah oui. Il y a peut-être 20% des gens qui ne savent pas encore. Alors, on commence par un petit résumé et puis ensuite on va filer sur les zones d'activité. Alors, donc une ligne de covoiturage, c'est comme une ligne de bus, sauf qu'on va remplacer les bus par les salariés qui vont travailler le matin et qui vont s'arrêter à des arrêts, comme des arrêts de bus, et prendre des passagers et les déposer à un autre arrêt plus loin. Donc c'est fondamentalement différent de Blablacar. Blablacar, c'est très bien, on a beaucoup de chance d'avoir Blablacar en France. Mais Blablacar, ça fait du covoiturage avec réservation. La ligne de covoiturage, c'est du covoiturage sans réservation. Donc plus simple, on est moins dépendant de l'autre, c'est sans contrainte. Il y a des arrêts, des trajets sans réservation, une application, pas de détour, et il y a aussi des petites incitations qui sont données aux conducteurs. Voilà le réseau le plus étendu de lignes de covoiturage en ce moment en France, c'est à Grenoble avec 5 lignes qui maillent le territoire. C'est bon, c'est clair? Alors, les lignes de covoiturage, leur ADN, c'est de desservir les zones d'activité. Hop là, alors je ne sais plus où est le... Oui, ça y est. Voilà, très bien. Ah oui, des petits visuels de lignes de covoiturage à Rennes, à Start, à Lyon, on va en reparler. Là, c'était François Desrovray qui était venu visiter une ligne. François Desrovray est venu visiter une ligne. Patrice Vergriette va avoir une ligne de covoiturage sur son territoire. Clément Beaune était venu visiter une ligne. Il y a une rumeur qui court dans la mobilité que pour devenir ministre des Transports, il faut s'intéresser aux lignes de covoiturage. Donc, dessert des zones d'activité par les lignes de covoiturage. Premier exemple, c'est juste à côté d'ici, c'est Éléments. C'est Marie qui s'occupe du réseau d'Éléments, donc qui est opéré pour le compte du PMGF. C'est les collectivités qui financent les lignes de covoiturage. C'est un transport public comme un autre. Et donc, chaque année, la ligne de covoiturage, ça c'est les différents arrêts qu'on a. Il y a une nouvelle extension qui est prévue cette année et qui va desservir. Donc, elle passe la frontière, la ligne. L'extension va desservir la zone de Plan-les-Ouates, je ne sais pas si vous connaissez, dans le canton de Genève. Bon, une zone d'activité un peu différente des autres guides parce que c'est pôle manufacturier dans le lingerie du luxe, donc peut-être des emplois un peu plus payés que la moyenne des zones d'activité. Mais c'est la plus proche d'ici, desservie par des lignes de covoiturage. À Toulon, donc là Jean-Pierre Serrus était intervenu tout à l'heure. Jean-Pierre Serrus, la région sud,
a décidé de lancer une ligne de covoiturage sur l'A8 pour desservir 4 zones d'activité, zones industrielles. Je ne sais pas si vous connaissez la zone, c'est La Farlède, La Garde, avec 12 000 emplois qui sont concernés. Donc voilà, une ligne qui va faire une trentaine de kilomètres et il y a 5 arrêts pour desservir les zones d'activité. Zone d'activité sur la Côte d'Azur. Si on continue, zone d'activité donc à Grenoble, envoyé tout à l'heure. Là, c'est un technopôle. Donc aussi, c'est une zone d'activité un peu différente avec des emplois plus recherche et emplois haute valeur ajoutée. Et la région Île-de-France vient de dire oui au déploiement d'une trentaine de lignes de covoiturage avec les premières lignes qui vont desservir le plateau de Saclay. Donc là, zone aussi plus orientée recherche, 370 000 emplois. Grosse zone qui va être desservie par les lignes de covoiturage. Il y avait Jean-Charles Collas qui s'est exprimé tout à l'heure. La première ligne qu'on a ouverte, et ça fait écho à l'introduction de Guy, c'est entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, et qui va desservir notamment la zone de Saint-Priest. Alors entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, vous allez me dire, il y a le TER. Oui, mais le TER dessert de centre à centre. Et pour aller à Saint-Priest, ensuite, Saint-Priest est desservi en transport en commun. On est sur le territoire de la métropole. Et donc on a un arrêt à Saint-Priest qui marche très bien. La ligne, pour vous donner un exemple, pour vous donner une idée, c'est 30 000 trajets par an. Donc on dessert pas mal d'entreprises, Renault Trucks, Erisbus, voilà. Donc, et la ligne fonctionne aux heures de pointe, le matin et le soir. Des questions sur cette ligne? La ligne marche si bien que les usagers, les laners, nous ont dit, mais il y a pas mal de laners qui s'arrêtent à Saint-Priest, donc à l'arrêt, et qui ensuite font le dernier kilomètre, qui est pour certains en trottinette, parce qu'ils ont 2-3 km, la zone est assez étendue. Il y a même multimodalité, il y a même un arrêt vélo, Guy parlait des arrêts vélo, il y a un arrêt vélo, il y en a qui font la fin en vélo, la fin en trottinette. Oui, mais tout le monde ne va pas faire de la trottinette. Et donc il y a des laners qui travaillent à Renault Trucks qui ont dit mais on aimerait avoir un nouvel arrêt juste ici. Parce qu'il y a pas mal de conducteurs qui ensuite vont dans la zone et qui sont prêts à s'arrêter ici. Et donc c'est un arrêt qui va être déployé dans pas longtemps. Voilà, et la métropole de Lyon, Jean-Charles Collas, qu'on a vu tout à l'heure, vient de dire, on va mailler davantage le territoire. Un arrêt pour commencer, c'est bien. Il y a de la demande, il y a une offre conducteur, on peut aller plus loin pour se rapprocher et pour aller chercher d'autres usagers. Voilà pour Saint-Priest. Ensuite, on se parlait de tout à l'heure Saint-Quentin-Fallavier. Il se trouve que Saint-Quentin-Fallavier est sur l'autoroute au milieu. C'est sur l'autoroute au milieu. Il n'y a pas d'arrêt aujourd'hui. Mais alors ça, c'est le territoire des Portes de l'Isère, la CAPI. Il y a un projet pour desservir ce territoire, un projet d'arrêt avec la ligne qui viendrait donc soit pour les gens qui viennent de Lyon, soit pour les gens qui viennent de Bourgoin et plus haut sur l'autoroute A43. Voilà comment on peut desservir en covoiturage les zones d'activité. Soit, donc nous, il y a plusieurs manières d'envisager les lignes de covoiturage. Soit c'est directement, on fait tout son trajet en covoiturage, soit le covoiturage, et ça va être le slide d'après. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un autre exemple. Donc Lyon, pour l'instant, une zone desservie, c'est Saint-Priest. Et là, Lyon vient de la métropole de Lyon, même d'ailleurs via le Citral, a décidé donc de mailler la métropole et les 12 EPCI autour avec 8 lignes de covoiturage. Et donc là, j'ai compté, alors j'ai pas compté, mais il y a une vingtaine de zones d'activité, zones industrielles qui vont être desservies par ces nouvelles lignes qui sont en déploiement à partir de cette année. Voilà. Donc les lignes de covoiturage, ça permet de desservir les zones d'activité, soit directement en covoiturage, soit ça permet de rabattre vers du TER. On a pas mal de lignes qui s'arrêtent à une gare de TER. À Lyon d'ailleurs, elles s'arrêtent à la gare de métro, donc c'est vraiment la multimodalité. Soit de rabattre, soit de diffuser. On va au TER jusqu'à un endroit et ensuite, pour aller à la zone d'activité, on peut y aller via une ligne de covoiturage. Donc c'est vraiment aussi dans une vision multimodale. On parle des SERM aujourd'hui. Nous, on a un bureau d'études et on a fait une petite étude. Vous savez sans doute que d'ailleurs les SERM sont un moyen qui est d'ailleurs dans la loi SERM. Jean-Marc Julisi a dit oui, il y a différentes manières de mailler les SERM, soit en train express, soit en car express, soit en ligne de covoiturage. Et notre bureau d'études a fait une analyse. Si on prend les flux routiers domicile-travail actuels, eh bien, il y a tous ces flux-là qui sont assez grands pour dire, allez, sur cet axe-là, on peut mettre du train, c'est suffisant pour
rentabiliser un train. Si on rajoute du car express, on voit qu'on s'enfonce plus loin. Alors c'est évidemment les métropoles qu'on a dessinées, on s'enfonce plus loin, on arrive à mailler davantage. Et si on rajoute des lignes de covoiturage express qui ont besoin d'avoir un seuil de trafic inférieur, hein, c'est moins de 300 personnes par jour, là, le car express n'est pas rentable. Par contre, on peut mettre des lignes de covoiturage et on peut mailler plus loin le territoire, et donc même d'ailleurs au-delà des 24 sermes aujourd'hui. Je parle des 24 sermes, je vais refaire un petit quiz parce que vous êtes assez experts dans le groupe. Est-ce que vous avez une idée sur les 24, combien de sermes ont des lignes de covoiturage ou réfléchissent à implémenter des lignes de covoiturage? 5. 5? Qui dit mieux? Moins ou plus? Qui dit plus que 5? Levez la main. Moins que 5? Alors en fait, c'est la moitié. Dans la moitié des 24 sermes en France, il y a soit des lignes de covoiturage en exploitation, il y en a 4. Lyon, Grenoble, le CERM élément du Franco-Genevois ou à Rouen. Il y a 2 sermes avec des lignes à venir, donc c'est Toulon, j'en ai parlé, et Bordeaux, à 10 à 62. Et il y a 6 sermes avec des études en cours, notamment à Toulouse, on parlait de Toulouse tout à l'heure, ou Pressentis. Et finalement, si on reprend la plupart des zones d'activité Guy que tu montais tout à l'heure, il y a soit déjà pas mal qui sont desservies, soit qui potentiellement vont être desservies dans le cadre des sermes à venir. Voilà, et je voulais terminer, voilà, on a fait un livre blanc sur le sujet l'année dernière en disant que voilà, dans les sermes, mettons du train quand c'est possible, quand il y a les flux suffisants, quand il y a les financements suffisants, mettons du car express là où il n'y a pas assez de flux, et complétons avec des lignes de covoiturage. Voilà, soit vous pouvez le télécharger là, soit le prendre ici. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le modèle économique et financier et pourquoi faut-il une subvention publique? On pourrait penser que le système s'autofinance. Oui, alors, donc c'est financé par les collectivités, par les AOM. Donc ça veut donc dire que l'utilisateur paye moins cher que le coût réel? L'utilisateur paye moins cher que le coût réel, comme les transports en commun. En fait, nous, on s'inscrit dans l'univers des transports en commun. Donc votre idée, c'est que l'utilisateur paye le même prix qu'un billet de transport en commun? Oui, alors dans les premières années, pas forcément, parce qu'en fait, on demande aux passagers un effort de dingue. Hein, de laisser sa voiture et de se dire ce système-là, ça va marcher, etc. Au départ, c'est pas évident pour les gens, donc on met au départ, c'est gratuit, et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on commence à faire payer. Mais l'usager va payer qu'une partie du coût, comme les transports en commun. Pourquoi le faire payer? Parce que ce service a un coût. En fait, on se dit, oui, il n'y a pas de grosses infrastructures, c'est vrai. Il y a un peu d'infrastructures, hein, les arrêts, etc. Mais on se dit, voilà, on va pas, la maintenance, ça va être moins élevé, c'est vrai. Mais nous, notre travail, c'est le changement de comportement. C'est d'aller dans les entreprises, ce que Marie fait, expliquer le service, c'est d'aller, ça s'appuie sur les communautés. On fait des after-work tous les mois parce que les gens du service croient au service, etc. Mais on anime cette communauté, on a tout un travail de mettre en place avec les collectivités des solutions de trottinettes, etc. Parce qu'effectivement, au départ, on n'a qu'un arrêt, donc ça a un vrai coût. Et c'est vrai qu'au départ, les gens se disent, non, bah, ça ne coûte rien. Mais en fait, le changement de comportement, c'est un vrai métier, c'est un vrai coût. C'est un vrai bénéfice pour la collectivité, parce qu'à la fin, ça coûte beaucoup moins cher au kilomètre que pas mal de modes de TC, en tout cas pour desservir nos zones d'activité, hein, c'est 30 centimes du voyageur kilomètre. C'est un vrai coût, mais à la fin, ça va faire une économie globale, parce que sur une ligne comme ça, Lane, on a 20% de démotorisation. Donc des gens qui vendent la voiture, c'est souvent la deuxième voiture du foyer, parce que souvent ils habitent dans des zones où quand même, voilà, il y a besoin d'une voiture, mais ça fait moins de voitures, ça fait baisser la dépense aussi en hydrocarbures de la France, mais c'est vrai que c'est un vrai coût qui est minime à l'échelle des SAM. Ok, merci. Rapidement, parce que le temps passe, allez-y. Et puis... Juste une question plus par rapport à Élément. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur sa mise en exploitation et sur ses effets pour contrer les effets négatifs du Léman Express? Est-ce que vous êtes en capacité de quantifier alors les effets négatifs de Léman Express qui sont les effets négatifs, la mobilisation, la structuration du territoire en fonction des intérêts de Genève, oui. Et le fait de mobiliser les populations en fonction d'intérêts économiques et autres. Ok.
Alors, Marie, sur le retour d'éléments, tu veux partager? Sur le retour d'éléments précisément, déjà on n'est pas sur tous les axes où il y a le Léman Express, donc on est plutôt complémentaire avec ça. Et sur la ligne qui fonctionne le mieux, qui est la plus établie, c'est entre Saint-Julien-Genevois et Vulbins, et vers Bernay en Suisse. Et on a des temps d'attente très faibles, en dessous de 5 minutes, donc les passagers partent rapidement, et du coup il y a de plus en plus de passagers, on a de plus en plus de conversions, on va avoir 12 arrêts en plus, donc ça se maille petit à petit. Et les retours sont hyper positifs sur la flexibilité, en fait, c'est vraiment ça, le fait de ne pas avoir à programmer son trajet et à le lancer au dernier moment. Et après, sur les intérêts, tout ça, moi, je n'ai pas de retour particulier. Moi, c'est vraiment les usagers qui m'ont confié leur retour, donc j'ai pas ce niveau de détail, mais j'ai pas non plus d'infos dans ce sens. Voilà. C'est plutôt complémentaire. Je suis un peu gardien du chronomètre. Je vais passer la parole à Valérie Cervantes qui va nous parler, changer un petit peu de type de problématique, va nous parler des projets Kiwi. Non, c'est le 4. Hein. Voilà. Oui, donc Kiwi, c'est la marque du système que nous vendons, la start-up. Donc, voilà, on est une jeune pousse lyonnaise, hébergée dans une usine de Toyota, et on propose un système innovant, complémentaire au transport public. Et quand je dis complémentaire au transport public, c'est au sens large, ligne de covoiturage aussi, bien entendu. Avec ce schéma que tout le monde connaît, hein, tout le monde habite près du transport public, mais pas beaucoup le prennent. Et quand on fait du parc relais, ben, quand ils sont bien situés, en plus, les collectivités ont le problème de devoir les agrandir tous les 3 ans. Donc on a un problème d'interfacer l'accessibilité automobile au transport public, au départ et à l'arrivée. Alors nous, on est sur la mise à disposition de petites voitures partagées, donc ça s'appelle de l'autopartage. Et aujourd'hui, l'autopartage a quelques problèmes liés à des problématiques de logistique. C'est-à-dire que on avait la plus grande flotte d'autopartage au monde, hein, ça s'appelait Autolib. Mais Autolib, on ne trouvait pas un véhicule au bon endroit au bon moment. Vous avez un snapshot du matin, vous êtes à Châtelet, le plus près à 1,9 km, et ça c'était très courant. Et donc là, on est retombé plutôt sur un état d'équilibre en France. Là, c'est que 80% des lignes d'autopartage sont en boucle, ce qui fait qu'on renonce au trajet d'un point A à un point B. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est très simple. Hein, on a fait ce qui est proposé sur des modes plus légers avec un mode automobile léger. C'est-à-dire que la mobilité est un besoin individuel, donc vous avez des modules, vous avez des vélos, et vous remplissez votre besoin individuel de mobilité. Par contre, on permet de rééquilibrer les flottes, redistribuer, amener des véhicules là où vous en avez besoin par des modes de redistribution groupés. Donc ce qu'on fait en vélo, en trottinette, même sur les scooters, et ce que vous faites aussi au supermarché quand vous prenez votre caddie. Si vos caddies n'étaient pas emboîtables et redistribuables en groupe, ce serait un beau chantier, le supermarché. Voilà, donc ce sont des bases roulantes sans permis, de 2 conducteurs, et avec la possibilité de les emboîter comme des charrettes de supermarché. Et une fois qu'ils sont emboîtés, un conducteur peut en redistribuer 10 à la fois. Et donc on a une flotte qui va pouvoir être opérée dans une dynamique orientée client que je vais vous expliquer. Donc on va passer au slide suivant. Voilà, donc l'idée typique, hein, c'est que je m'appuie sur des lignes structurantes, donc besoin de lignes fortes structurantes, celles qui font gagner du temps et de l'argent. Et nous, on fait là où le besoin de mobilité devient trop individuel pour mettre des gens dans une même voiture, donc on permet au flux de s'éclater par des trajets directs et sans temps d'attente, c'est-à-dire que les gens arrivent, se servent et font leur trajet direct. Et nous, ce qu'on massifie, c'est la redistribution, c'est-à-dire qu'en service caché, on va reprendre des véhicules là où ils sont inutiles et on va les ramener soit là où quelqu'un les a commandés ou alors à la gare si c'est le point focal, avec
L'avantage de la versatilité d'une petite voiture, c'est que je peux emmener mon enfant à l'école, je peux amener ma grand-mère chez le médecin, je peux faire des courses, je peux faire aussi des tas d'autres choses. Voilà, alors là on doit avoir une petite vidéo qui, si tout se passe bien, doit pouvoir être déclenchée. Non, là on doit pouvoir cliquer sur la vidéo. Voilà. Donc l'idée, voilà, on est dans une logique de gestion de stock. Donc vous réalimentez des véhicules pour que l'usager en arrivant à la gare n'ait pas de temps d'attente et qu'il puisse faire un trajet direct vers sa destination. Donc on est vraiment dans une logique, je minimise le coût temporel de la correspondance. Voilà, alors une fois qu'on a atteint sa destination, ça peut être dans une station ou librement posé sur la chaussée. Quand on est dans une station, le véhicule s'emboîte et se charge en groupe. Mais surtout, on a un opérateur, donc on a un professionnel qui, au lieu d'opérer un bus dans la zone, lui va s'adapter à ce qu'a été le trajet des usagers, reprendre des véhicules là où on sait qu'il y a peu de demandes et ils seront inutiles, et va réalimenter les stations, donc par ici, par exemple la gare. Et on est vraiment sur une logique de gestion de stock. Là où les véhicules disparaissent, c'est qu'il y a de la demande, donc on en ramène. C'est très simple à gérer. Et bon, ce qui nous permet d'être dans une logique au bon endroit, au bon moment, dans des zones industrielles, placées, je dirais, à peu près à la même performance que la voiture thermique. On peut ramifier de partout, mais dans une viabilité économique pour l'usager et CO2 bien meilleure, parce que tout est fondé sur la performance du transport public structurant qui est derrière. Donc voilà, donc ça a été évalué à ADEME sur un mix énergétique français, bien sûr. Si on génère un transfert modal, on fait baisser, en relation avec Kiwi, on fait baisser de 84% le CO2 et de la facture de 6 000 € par an. Alors ça, c'est, voilà, on est aujourd'hui industrialisé chez Gitec, au sud de Lyon, qui est une filiale de Toyota et qui assemble les véhicules. Donc nous, on est fabless, mais on gère la commercialisation, la R&D et les aspects logiciels. Voilà, alors là, un bel exemple où on est en train de travailler à montrer un démonstrateur. Zone industrielle de Mézieux, 10 000 emplois. Sur ces 10 000 emplois, voilà, on a un lien très efficace par le tram T3 vers la gare de la Pardieu, une belle fréquence, on a un tramway toutes les 7 minutes. Mais sur ces 10 000 emplois, il y en a 2500 qui viennent de la métro, et sur ces 2500 qui viennent de la métro, on n'en trouve que 600 dans le tramway. Et sur ces 600 dans le tramway, on n'en retrouve qu'une centaine dans le bus qui fait la desserte de dernier kilomètre. Donc on a une perte au feu énorme. La plupart des gens qui viennent en tramway viennent en fait dans les entreprises de proximité. Quand il s'agit de pénétrer dans la zone industrielle qui fait quelques kilomètres, on les perd. Et on les perd parce que cette ligne a une fréquence de 27 minutes. Et en fait, on est dans la spirale négative, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on n'a pas mis beaucoup de bus, donc on a fini par en mettre qu'un seul, et puis finalement les gens ont une pénalité énorme. Alors ça, c'est une étude qui a été faite dans un projet européen par un laboratoire italien des transports, avec des coûts au kilomètre qui ont juste le mérite de comparer des choses comparables, en alignant les coûts opérateurs sur ceux du transport public. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on sort moins cher que la navette de transport public pour une raison très simple, qui est caractéristique des difficultés que l'on a dans ces zones. C'est que la navette, elle opère sur 3 créneaux horaires, un matin, un midi, un soir. C'est un bus 12 mètres des TCL. Donc elle fait 3 allers-retours à son dépôt. Donc elle a 48% des kilomètres utiles sur la zone. Et donc on a beaucoup de déperditions. Alors Kiwi, les véhicules sont sur place et je ne suis pas obligé de faire des tours complets, je vais juste chercher les véhicules là où ils sont, donc j'ai des trajets plus courts. Donc on sort à des niveaux, on va dire, comparables, inférieurs à ce que c'est la navette de transport public. Et puis ce qui était Navia, parce que Navia avait été déployé, sortait plus cher, et essentiellement aussi parce qu'il y avait des pilotes en accompagnement. Alors, l'avantage quand même de ce système, c'est que nous ne sommes pas tributaires de la fréquence comme les transports publics. On réalimente du stock. Le véhicule, lui, il peut attendre, il n'a pas d'état d'âme. C'est l'usager qui a des états d'âme à attendre.
Donc on réalimente du stock et les gens prennent les véhicules quand ils arrivent. Donc le gain de temps est beaucoup plus sécurisé pour l'usager. C'est-à-dire par rapport à un bus qui met 27 minutes à faire le tour, on fait gagner 40 minutes par jour aux usagers. Il y a une propension à payer, les gens sont prêts à payer pour gagner du temps, d'autant plus si c'est fondé sur un transport public plus cher. Donc on a des études qui ont été faites où les gens seraient prêts à payer de l'ordre de 20-30 euros par mois pour un tel système. Et donc ça c'est un premier démonstrateur que l'on veut mettre en place. Le modèle, on avait travaillé avec la métro de Lyon sur le sujet. Le modèle montre que la fréquentation du transport public passerait de 600 à 1000. Et en fait, c'est la part modale qui n'est pas adressée par le bus qui explose. Alors je veux dire, il ne faut pas concevoir ça comme une alternative au bus. Je pense que c'est un renforcement du bus, au titre que si vous ratez le bus, vous avez un backup, et qu'il y a toujours un service aux heures creuses. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne vont pas en transport public dans la zone industrielle, c'est que le bus a des heures creuses où il n'y a plus rien. Donc si votre enfant est malade, ou si vous avez un problème pour rentrer chez vous, il n'y a juste plus de service. Avec Piwi, il y aura toujours des véhicules dans la zone. Et voilà, et ça c'est une deuxième démonstration que l'on monte donc avec Archamp, Archpark, donc Noël ici présent, pour 2026 aussi. Donc là on est sur du lien entre la zone, voilà, le business park d'Archpark avec Saint-Julien-en-Genevois, que l'on pousserait. Donc là, on est sur de la commutation avec la gare. Il y a des relations business à Plan-les-Ouates fréquentes avec Archpark, donc aussi une possibilité de commuter sur Plan-les-Ouates. Archpark est un hub de covoiturage naturel. Donc là, on est plutôt dans des logiques, je renforce le train, j'offre des possibilités à des gens qui covoiturent d'aller un peu plus loin et voire de basculer sur Plan-les-Ouates ou même jusqu'à Archamp. Et on aurait dans ce cas-là 3 bornes de recharge et puis des systèmes implantés en free floating. Dans les deux cas, aussi bien mes yeux que celui-ci, on vise 500 usagers jour. D'après les modèles de simulation qui ont été faits par CETEC sur ce cas d'usager. Donc voilà ce qu'est le système Kiwi. Donc si vous voulez, c'est un petit bus modulaire mais qui est conduit par les usagers et qui surtout découple la notion de fréquence de l'usager. Voilà. On n'est plus tributaire d'un système qui doit tourner fréquemment. On est plutôt sur des logiques de stock. Merci. Je vais passer, si je ne vois pas de main qui se lève rapidement, je vais passer la parole à M. Holguin pour les véhicules autonomes partagés. Donc vous verrez qu'il y a une approche qui est très similaire sur la desserte du territoire, mais évidemment là on est avec une réponse technologique qui est en prospective, mais qu'il est quand même très intéressant dès aujourd'hui d'avoir en tête. Faut pas dépêcher la vue. C'est bon. Oui, effectivement, on est. Alors, juste pour un peu historique, on a une équipe qui a commencé à travailler sur le véhicule autonome le plus ancien en 91. Donc, avec la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces technologies dans la mobilité. Donc, c'était pas faire baisser les accidents, appliquer ça aux voitures particulières, c'était vraiment des applications de mobilité. Et je rejoins tout ce que tu as dit, mais ça touche autant les habitants des zones périurbaines, parce que ce phénomène de périurbanisation, ça touche autant les habitations que les emplois. Donc, le constat, c'est simple, il y a 18 millions d'actifs en France qui utilisent la voiture tous les jours. À l'échelle des pays occidentaux, c'est 260 millions de personnes. Nous avons fait une petite analyse des zones d'activité où il y avait des TER, des trains, et 83% de ces gens habitent à moins de 10 minutes en voiture d'une gare. Mais s'ils prennent le bus, on a vu tous le problème, ça rallonge tellement le trajet que ça devient inenvisageable d'utiliser les transports en commun. C'est pour un instant.
C'est pour ça que la part modale des transports en commun reste stagne à 5% dans ces zones-là depuis des années. Donc voilà, nous on a imaginé cette solution qui est basée sur la mise sur le marché des vannes électriques comme ça, à partir de 2018, plus ou moins, et qui permet en fait en les automatisant faire des trajets directs. Donc au lieu d'un bus qui va faire plein d'arrêts, on va chercher les gens dans leur quartier et les pousser à la gare sans arrêt. Donc à destination donc, des opérateurs de transport afin qu'ils les intègrent. Donc comment ça marche, on est dans la même logique de réduction des temps d'attente dans la partie multimodale. Donc on a une app de réservation qui va permettre de réserver son trajet de porte à porte jusqu'à son emploi. Le véhicule ou l'application plutôt va donner rendez-vous à la personne à proximité de chez elle. Et comme on est sur des véhicules de 6 passagers, c'est facile de rassembler 6 personnes dans un quartier pour les amener sans arrêt jusqu'à la gare. Et les procès le plus... ils sont avec le moins de temps d'attente, donc 5 minutes avant le passage du train. On a vu lors de toute la conférence les fréquences qui sont un sujet à améliorer. Donc voilà, on s'adapte aussi à ça pour faire en sorte que ce trajet soit le plus rapide possible. Et la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va attendre les gens à la gare et le véhicule va partir une fois que les gens sont à bord et pas avant. Comme ça m'arrive souvent en banlieue parisienne où je vois partir le bus 10 secondes avant que je descende du train. Et donc voilà, c'est un peu la logique, si on peut revenir en arrière, de desservir des zones autour des gares dans un périmètre de 10 minutes de trajet, 10-15 minutes maximum. Je vais expliquer pourquoi après. Donc, pourquoi est-ce que ça devient possible aujourd'hui? C'est parce que depuis, on va dire, une dizaine d'années, les collectivités, les opérateurs de transport ont expérimenté les navettes autonomes. On s'est rendu compte, eux et nous, que le problème, ce n'était pas l'automatisation, le problème, c'était la vitesse commerciale. On était sur des véhicules à 12 km/h. Ça a été arrêté à Lyon, mais partout, ça a été expérimenté parce que soit j'attends 10 minutes une navette qui va peut-être passer, ou je marche les 10 minutes, donc j'arrive à ma destination. Aujourd'hui, le cadre légal en France est en vigueur, donc on n'a pas à attendre la création d'une loi, elle existe déjà depuis 2022, et disons que nous, on a été dans nos travaux de recherche avant la création de l'entreprise, on a participé à la conception de ce système qui est un cadre différent du code de la route. Un autre élément plus économique, c'est que les capteurs qu'on utilisait pendant la recherche, le coût a été divisé par 100, donc ça les rend viables aujourd'hui dans des applications commerciales comme celle-ci. Et puis on a déjà pendant un an, on peut avancer. On a fait un premier prototype qu'on a testé pendant un an en Grèce. Pourquoi en Grèce? Parce que c'est une ville avec qui on avait travaillé dans le passé, et donc qui nous a permis de faire un premier prototype, de le tester pendant une longue période, et dans un cas d'usage qui n'était pas exactement le même, mais qui nous a permis d'avancer techniquement, et on peut avancer. Et aujourd'hui, donc on va, dans un mois, début mars, on va lancer une expérimentation en Île-de-France, en banlieue parisienne, pour faire une liaison donc avec 2 véhicules qui auront des chauffeurs, des 4 km entre un quartier et une gare dans les Yvelines. Donc pourquoi on commence avec des véhicules avec chauffeur? Parce que ils sont la base technologique qu'on a aujourd'hui. On veut la tester sur les vraies conditions d'exploitation, ce qu'on ne faisait pas par exemple avec les navettes. On cherchait un endroit où un véhicule pouvait rouler doucement, etc. Donc là on prend une démarche inverse. On lance avec des chauffeurs, et ces véhicules seront équipés de capteurs, ce qui va nous permettre de tester la technologie et voir quelles sont les améliorations apportées.
Et donc un troisième véhicule qui, lui, s'est intégré à la flotte vers la fin de l'année. Donc lui en mode disons, de test. On a en France disons, l'avantage d'avoir un cadre légal pour expérimenter et un cadre légal aussi pour l'exploitation commerciale. Donc notre objectif c'est de mettre ça sur le marché en 2027. Et ça c'est disons, la première étape. Donc voilà, si vous avez des questions. Merci. Pourquoi comment vous avez identifié la ville des Yvelines comme preuve? Est-ce qu'il y a un élément spécifique qui a fait que vous avez identifié cette ville? En fait, c'est la ville où nous, dans le passé, on a travaillé à l'INRIA. Et c'est dans cette ville où se situe le siège d'INRIA. Donc, à la sortie du Covid, on a commencé à discuter avec le maire. Il y avait vraiment un besoin parce qu'on est dans un quartier qui est isolé du reste de la commune par 2 départementales. Donc, voilà. Il n'y avait pas de ligne de bus. Donc, nous, on a fait remonter à l'AOM ce besoin et dans une DSP qui a été fait entre-temps, ils ont rajouté un arrêt de bus. Donc voilà, on a identifié un problème avec le maire et de toute façon on garde l'expérimentation. Il y avait aussi d'autres conditions. On a commencé en 2021, on démarre vraiment en 2025, donc ça a pris du temps. Est-ce que vous avez une limite de congestion à partir de laquelle ça ne vaut pas le coup d'expérimenter par exemple? Ça, c'est des choses qu'on est en train de voir, mais disons que l'indicateur principal qu'on regarde aujourd'hui à niveau macro, c'est la part modale de la voiture. Donc, ok, merci beaucoup Carlos. Voilà, donc je pense que les questions de voitures autonomes, c'est des questions sur lesquelles il faut garder un œil très attentif parce que l'histoire technologique est faite de coups d'accélérateur, de coups de frein, etc. Donc il y a eu une grande vague d'espoir il y a quelques années quand Uber annonçait que les voitures sans pilote fonctionneraient aux États-Unis en 2020. On en est aujourd'hui très loin. Néanmoins, il y a des investissements de recherche qui sont massifs en Chine, aux États-Unis, mais aussi en Europe. On oublie de temps en temps un peu. Et les voitures sans chauffeur, c'est quelque chose qui apparaîtra probablement dans le même horizon que les CERM. Voilà, donc merci de nous avoir mis en alerte là-dessus. Donc si maintenant vous arrivez à établir la connexion avec M. Perronnet, on va essayer de mettre en situation d'entendre ce qu'il peut nous dire sur le cas de Fos-sur-Mer, et en particulier si par rapport à ce qu'il a entendu jusqu'à présent... Bonsoir Michel. Monsieur Perronnet, on va essayer de vous entendre, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, il faut juste couper le son de votre ordinateur. Oui, attendez, j'arrive 2 secondes. C'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Ah, non. Non. Et là? Ils sont pas. Ah, je crois que c'est bon. Et là? Non, toujours pas. Ça a coupé le retour. C'est même pas du mieux en tout cas. Et là? Toujours pas? Je sais pas ça. Non, je vous entends. J'entends encore mon écho. Alors? Et là? C'est son output qui Oui, met son son à zéro. c'est votre sortie de son qu'il faut couper. La sortie de son, Le volume elle est tout en retraitée bas. consultant. C'est pas mal, Ensuite, ça on va reprend pas. la Non, mais en fait, j'ai un écho de ce côté. Ah, c'est lui qui a l'écho. Parce que nous, c'est bien. Si je coupe, je reste au téléphone. On peut couper la visio, Oui, Alors, oui. On n'a pas Il besoin en de coupe non, le non, micro et le téléphone. Je sais pas quoi faire. Je fais quoi? Je On coupe coupe la visio. mettez le son à 0 au pire de votre ordinateur. C'est ce que j'ai fait. Non, mais c'est parce qu'il est en bas. J'ai trouvé une solution. Moi je vous entends, mais c'est. Et là, on est comment? Non, toujours pas. Parce qu'il est en bas. Moi ça va. Moi je vous entends sur mon ordinateur et est-ce que vous m'entendez là?
c'est bien, nous. Oui, ça va, C'est c'est bon, bon. là. Bon, ça doit le faire. C'est bon, ça. Ouais, c'est C'est bon, parti. j'ai coupé, il n'y a plus de vidéo, comme ça au moins c'est bon. On vous écoute. D'accord, ben voilà. Et vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, écoutez, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je n'ai pas eu le plaisir de vous voir ni de voir les présentations, mais j'ai pu écouter tout ce qui a été présenté et je pense que tout ce qui a été présenté sera très important pour résoudre la problématique dont je vais vous parler. Alors, d'abord, la zone industrielle ce qu'on appelle la zone industrielle portuaire de Fos, qui est un enfant donc des années 60, avant le choc pétrolier. Donc c'est une zone industrielle qui aujourd'hui est sur 7000 hectares dédiée à l'économie et qui est coincée entre l'étang de Berre, le Rhône et la plaine de la Trau. Alors pourquoi la zone est dans ce secteur-là, complètement à l'ouest du département des Bouches-du-Rhône? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que le port en eau profonde, on ne savait pas le faire ailleurs que sur le golfe de Fos, donc juste à proximité du Rhône. Et ensuite, toutes les usines qui sont sur ce territoire, elles sont pour la plupart des sites industriels Céveso, et puis bien sûr avec les impacts environnementaux des années 60 qui étaient assez conséquents. Donc on les a éloignés très fortement de tout le tissu urbain qui est Marseille, Aix-en-Provence, et puis bien sûr toute la région du nord de l'étang de Berre, de Saint-Denis. Donc en fait, ça a bien fonctionné en termes de mobilité au quotidien pendant des années, parce que les industriels qui étaient essentiellement tournés vers les activités d'importation de matières premières et puis de réexportation de produits finis étaient essentiellement dans un modèle, ce qu'on appelait les usines des pétrolos, c'est-à-dire je rentre avec des bateaux, je ressors préférentiellement avec des bateaux, et puis bien sûr sur un certain nombre d'activités, c'est des pipelines qui sont opérés, qui transportent les marchandises comme elles-mêmes. Le ferroviaire qui est utilisé de façon massive pour les hydrocarbures, puis bien sûr la sidérurgie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis quelques années, comme je disais, est venu se mettre au milieu avec beaucoup de conteneurs, beaucoup de dépôts logistiques, et ce modèle économique se traduit par malheureusement le tout camion. Et ce tout camion, plus bien sûr les 14 000 emplois dont vous avez parlé tout à l'heure, sur ce secteur-là, où les routes n'ont pas été faites dans les années où il fallait le faire, eh bien on a des routes saturées. Quand je dis saturées, c'est un vain mot. Et donc ce territoire qui est orphelin, parce qu'il est très éloigné, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Moi je ne les vois pas, et c'est pour ça que j'ai accepté de les partager avec vous, parce que en fait, je ne sais pas si Jean-Pierre Serrus est dans la salle, mais la région qui a aujourd'hui 5 millions d'habitants et qui doit résoudre ses problèmes de mobilité, elle est centrée à juste titre sur les enjeux qui sont plus importants. C'est les 10 000 emplois de Fos, les 14 000 emplois de Fos, c'est Saint-Charles, c'est la nouvelle ligne sur la Côte d'Azur, et tous les investissements ils vont là, et c'est assez normal. On parle de TER au départ de Miramas pour relier Miramas, Marseille, et bien sûr la Côte d'Azur, et donc cette zone d'activité de Fos, plus le temps va s'écouler, et plus on va dans le mur, parce qu'il n'y a pas de solution. Et le plus fort, alors je ne sais pas si Stéphane Copé est dans la salle, mais nous vivons aujourd'hui sur le futur une attractivité de cette zone encore beaucoup plus importante que par le passé, pour des raisons toutes simples, c'est qu'il y a une très forte disponibilité foncière, il n'y a pas forcément ailleurs. On a un certain nombre d'acteurs économiques qui viennent s'installer là, qui n'ont pas forcément de lien avec le portuaire, et qui apportent soi-disant de l'emploi, qui apportent surtout des flux de marchandises et des flux de personnes. Et on nous parle de 10 000 emplois supplémentaires dans un contexte où il n'y a pas les routes, et même si on élargit les routes, ça ne passera pas. Donc il va falloir pour 2050, puisque la transition énergétique, la transition industrielle, eh bien, en fait, il faut qu'elle soit accompagnée, selon moi, d'une transition sur les mobilités. Et on a eu la chance d'obtenir un premier débat public territorial qui va se tenir entre avril et juin 2025, dans le cadre de la loi sur l'investissement vert. Enfin, on va pouvoir parler de toutes ces externalités, et enfin, on va pouvoir faire venir un certain nombre d'acteurs
selon moi, toutes les solutions, mais il faut déjà qu'on dans un cadre de débat. Et ce débat, on va l'avoir, et si on ne réussit pas à trouver des solutions innovantes et aussi des solutions de financement innovantes, hein, comme je l'ai dit, toutes les ressources financières, à juste titre, hein, il ne s'agit pas de critiquer, à juste titre, elles vont sur la guerre Saint-Charles, sur la CACA, etc. Et pour remplir, eh bien, elle n'a pas les moyens de déplacer la marchandise. Alors, il y a quelques points. Je vais donner un exemple de. Alors, moi, j'habite à Grance. Grance, il y a la plateforme Clé-Sud, qui est sur Grance-Miramas. Clé-Sud, on a réussi, contre tout le monde, depuis 2008, à faire venir du transport combiné. Et en fait, pourquoi on a réussi à faire du transport combiné? Tout simplement parce que on est juste embranché à la gare de Miramas. Sinon, on a des acteurs privés, hein, Open Modal, avec le groupe TAB et de notre côté Nova France, on a 2 terminaux de transport combiné qui ont enlevé et vont continuer à enlever des camions sur des milliers de kilomètres entre le sud et bien sûr la région parisienne, la région de Lille, l'Italie, etc. Mais il y a toujours les camions du dernier kilomètre et il y a toujours la problématique donc, des passagers pour le dernier kilomètre. Donc, sur le message que je voulais faire passer, puisqu'on m'a demandé d'intervenir et que je ne vois pas, c'est surtout faire passer un message qu'il y a une contradiction dans les politiques publiques, puisque d'un côté, on veut faire la transition énergétique, la transition industrielle, on veut pousser. Lyon, c'est l'État, depuis quelques années, qui veut pousser la décarbonation d'un territoire, mais on n'a pas mis sur chantier tout ce qui relève de la mobilité du quotidien. Et donc, sur ces questions-là, 10 000 emplois de plus à Fos, on va dans le mur. Voilà ce que je voulais faire passer comme message. Merci Michel. Ok. Merci beaucoup. Parce que bien entendu, les habitants, on ne peut pas les mettre sur la zone industrielle de Fos à côté des usines. Ils sont forcément minimum à 40-50. Ça serait plus simple. Il y a du CBZO. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup de. Vous m'avez entendu. Oui, oui. Très bien, très bien. Oui, je crois qu'on a. On peut peut-être déborder un tout petit peu. Enfin, si vous êtes d'accord pour avoir quand même une petite échange. Dans le sud, il y a plein de choses à faire. Juste, je ne sais pas si vous m'entendez au téléphone. Michel, vous l'entendez? Oui, je vous entends. Yes. Bonsoir. L'exercice n'est pas Petit. très facile, mais Oui, c'est en une seule voix. Du coup, juste petit retour d'expérience. En décembre, j'ai dû aller pour des raisons professionnelles à Port-Sainte-Marie-de-la-Mer. Non, Port-Saint-Louis-du-Rhône, pardon. Qui est littéralement à côté de Fos-sur-Mer. Et j'y suis allé en mobilité décarbonée depuis Toulouse. Et autant vous dire que c'est vrai que c'était la croix et la bannière. Et il s'est même avéré qu'en ratant l'un des derniers moyens pour moi de rentrer sur Toulouse, j'ai dû faire du stop pour retomber sur Istres. Et après, Istres, Miramas, tout ça, qui sont des lieux qui sont beaucoup plus connectés. Mais voilà, pour avoir discuté avec quelqu'un qui était habitant de ces localités-là, voilà, les offres de transport en commun dans ces zones qui sont éloignées voilà, du cœur qu'est Marseille, c'est vrai que c'était assez compliqué. Et voilà, je partage votre constat sur... tout à fait. En fait, ce dont on ne se rend pas compte dans un État qui est très jacobin, c'est qu'en fait, quand on parle de 7000 hectares, 7000 hectares, c'est grosso modo, entre Fos et Port-Saint-Louis, c'est 14-15 km minimum. Hein. Et la zone de Fos est prise entre Fos, la Darse 1, la Darse 2, qui sont des pénétrations de la mer dans les terres, et puis Port-Saint-Louis. En fait, vous avez trois sous-ensembles
encourage dans tous les domaines, y compris financiers, pour que justement cette zone d'activité industrielle fonctionne, ait son rôle comme Dunkerque et comme bien sûr d'autres grandes places que permettent qu'elle ait un chemin. N'oubliez pas, la preuve c'est que vous avez fait du stop. Et puis faire du vélo, alors faire du vélo dans le sud, je ne sais pas si c'est pas mon temps, mais souvent faire du vélo ici c'est bien, mais alors avec le Mistral c'est assez difficile. Quand vous faites dans le sens nord-sud, le Mistral ça va. Vous rentrez de la mer, dans le sens ça ne marche pas. Et le Mistral, c'est pas possible. Je veux bien le croire. Merci pour vos éclairages et pour Merci votre beaucoup, temps. Monsieur Perronnet, de votre participation. Je ne sais pas qu'on mette fin à cet atelier sans donner la parole quand même à celui d'entre vous qui voudrait vraiment passer un message important ou me faire partager une impression après cet échange. Oui, Monsieur Coppet, oui. Merci. Bon, d'abord sur ce secteur-là, effectivement, je connais bien, sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Bon, avec Michel, on a produit une note d'orientation pour essayer de faire évoluer la situation, mais on a mis aussi en évidence le fait que continuer à conforter des zones d'activité très éloignées des pôles de transport, c'est un vrai challenge qu'à mon avis on aura du mal à atteindre. Le fait de dire les emplois, enfin les activités riches en emplois, on a peut-être plutôt intérêt à les placer sur des friches industrielles mieux desservies qu'à les mettre dans la pampa sans pouvoir être méchant. Deuxième élément, on a très peu parlé d'un mode de transport pour les zones d'activité qui s'appelle les taxis collectifs. Je suis étonné parce que je pense que c'est un mode, alors ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a pu dire sur les différents sujets, mais qui aurait mérité d'être sans doute une attention, qui mériterait une attention. Troisième point, c'est la question de la participation des employeurs à la gouvernance des systèmes de transport. On a beaucoup parlé en plénière tout à l'heure du versement mobilité. Aujourd'hui, on peut comprendre aussi la réticence d'un certain nombre d'employeurs ou de chambres de commerce ou autres à valider le principe d'augmentation du VM tant qu'ils n'ont pas une place plus importante dans le système de gouvernance du VM. Et ça me paraît très important. Après, j'avais d'autres sujets. Oui. Mais je crois que ce dernier point est tout à fait important et je vous remercie beaucoup, M. Coppet, de l'avoir souligné parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que le VM est aujourd'hui un système très fragile parce qu'il est très contesté. C'est un prélèvement sur le pouvoir d'achat et si on analyse bien le fonctionnement du VM et notamment son extension régionale, on fait payer de plus en plus des gens qui sont de moins en moins bien desservis. Voilà. Et tout ceci pour financer un système de transport qui bénéficie aux centres des villes les plus riches, les centres des villes les plus riches dans lesquels seules les populations aisées peuvent encore se loger facilement, enfin, bon, et qui voient les prix de leurs biens fonciers augmenter. Voilà, donc il y a un espèce de mécanisme à fabriquer des gilets jaunes qui est effectivement bien en place. Ouais. Et je pense qu'effectivement, une des façons de préserver le versement mobilité, c'est bien qu'effectivement que les employeurs soient bien davantage associés à l'utilisation et notamment ce qui est dans la LOM, mais qui est à mon avis très peu utilisé, c'est la capacité effectivement de consacrer une partie de l'argent du versement mobilité, non pas à subventionner le réseau de transport public, mais à développer des offres alternatives au plus près du terrain. Alors je vais prendre deux interventions et puis après ça, allez-y. Je voulais juste ajouter, donc Manon Kodrich chez CETIS, donc l'autopartage de véhicules, que justement on travaille aussi en coopération avec des entreprises. On crée des partenariats justement pour que même eux mettent en autopartage leurs propres véhicules pour limiter le nombre de véhicules justement qui circulent sur la zone d'activité. Il y en a déjà, donc autant en fait maximiser leur utilisation plutôt qu'en rajouter d'autres. Juste une petite parenthèse. Oui, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses. Sur Chambéry, le MEDEF s'est impliqué justement lorsqu'il y a eu l'augmentation du versement, le projet d'augmentation du versement mobilité. Ils se sont impliqués au niveau des comités de mobilité, donc le comité partenaire de l'agglomération de Chambéry. Et donc ils ont veillé justement à ce que ça aide à mieux servir les zones d'emploi, les zones industrielles.
Et une des réponses, c'est pas la seule, hein, une des réponses qui a été donnée par la Chaudière, c'était par exemple pour les gens qui étaient en décalé dans la zone industrielle, où c'est important de faire du service du transport à la demande. C'est pas, il n'y a pas qu'un levier, mais c'était un levier important. Voilà, donc, je pense que c'est un point qui est extrêmement important pour l'acceptabilité, effectivement. Oui. Alors juste sur le service à la demande, effectivement, vous avez fait le reproche à juste titre que ça n'avait pas été présenté ici. Alors effectivement, on était type et on n'a pas eu de candidat pour en parler. Ma suggestion, c'était plutôt de dire que les agglos qui mettent en place des comités de partenaires de mobilité mettent tout le monde ensemble, usagers, élus et puis employés patronaux, justement pour discuter. Et ça peut faire des choses qui sont pas mal. Oui, tout à fait. Parce que autrement, on reste un peu des fois, les gens restent un peu en cercle fermé. Ça a un gros avantage, c'est que ça habitue les gens au partage, à la mobilité. C'est un gros inconvénient, c'est que ça reste très cher. Mais en même temps, effectivement, quand on voit les solutions qui se présentent, je pense que mettre dans la panoplie des solutions de covoiturage, les solutions d'autopartage, les solutions tout ça. Et moi, pour conclure, je dirais, je crois que ça a été bien dit et c'est bienvenu dans le débat de tout à l'heure et on le voit bien ici, qu'il n'y a que des cas particuliers. En fait, il n'y a que, effectivement, chaque situation est différente de les situations voisines et que la seule vraie façon de progresser, à mon avis, c'est que les acteurs qui vivent d'un même territoire, quel qu'il soit, différentes strates de collectivités locales, finissent par se mettre autour de la table et à parler ensemble, à échanger, etc. Et en ce sens, quand même, la LOM offre des potentialités avec la notion de collectivité, enfin les communautés de communes, les empilages, les autorités organisatrices qui peuvent déléguer à des communes, ce qu'on voit avec le nouveau Citral, ce qu'on voit avec le pôle Genevois qui a été présenté tout à l'heure, cette forme-là dans laquelle il y a une autorité organisatrice qui a un ressort territorial assez large, mais dans lequel des groupes plus collés à des territoires peuvent se mettre un peu en concertation locale et en identification de solutions locales. Je pense que c'est des voies de progrès et j'espère que le système SIAM y poussera. Voilà, on a un peu perdu le temps au début, on a un peu triché sur la fin de l'horaire. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous êtes heureux, même si on n'est pas très satisfait des conditions de réalisation matérielle, mais que vous avez effectivement pu profiter de cette heure passée ensemble. Je vous souhaite effectivement une bonne soirée, une bonne journée demain. Bon appétit.